En l'an 272 de notre ère, lorsque les légions romaines écrasèrent l'armée d'une reine rebelle aux abords d'Antioche, beaucoup crurent que l'histoire était sur le point de se conclure par une issue rapide et définitive. Pendant des siècles, Rome avait enseigné au monde que la défaite d'un souverain signifiait la fin immédiate de son nom et de sa lignée. Cependant, ce qui suivit ne fut pas une fin, mais quelque chose de bien plus inquiétant. La reine ne fut pas effacée de l'histoire, elle fut préservée, et dans cette décision se cachait une vérité plus sombre sur le pouvoir romain. Rome avait perfectionné un art silencieux, celui de briser les gouvernants sans avoir besoin de les éliminer. Pour l'Empire, la mort était une fin trop simple, trop brève. Garder en vie un ennemi vaincu permettait quelque chose de plus efficace, le transformer en un avertissement permanent. Un corps vivant pouvait devenir un symbole, un rappel ambulant qu'aucun trône, aussi élevé qu'il pût paraître, n'était hors de portée des aigles romaines. Pour les femmes couronnées, cette logique prenait une teinte encore plus cruelle. Elle représentait non seulement un pouvoir politique, mais aussi un défi symbolique à l'ordre impérial. Elles avaient gouverné, négocié, dirigé des armées et administré la justice. Et précisément pour cela, leur chute devait être visible, publique et profondément humiliante. Il ne suffisait pas de les vaincre. Il fallait les dépouiller de ce qui les avait définis, leur dignité. Le monde romain reposait sur des rituels. Chaque victoire devait être vue, célébrée et comprise par la foule. La guerre ne se terminait pas sur le champ de bataille. Elle se poursuivait dans les rues, sur les places, dans la mémoire collective. L'ennemi vaincu devenait partie du spectacle, un élément soigneusement inséré dans un récit de domination. Rome ne conquérait pas seulement des territoires, elle conquérait des récits. Dans ce contexte, la figure de la reine vaincue acquérait un poids psychologique immense. Sa présence vivante, traînant l'écho d'un royaume déchu, parlait plus fort que n'importe quel discours. Elle montrait que la résistance était non seulement inutile, mais qu'elle pouvait mener à un destin pire que le silence définitif. L'incertitude devenait un outil. Ne pas savoir ce qui arriverait demain, ne pas connaître son propre destin, était une forme de châtiment qui s'étendait dans le temps, pas à pas. D'un point de vue moderne, ce mécanisme est étrangement familier. Aujourd'hui, on n'expose plus de chaînes dans les rues, mais le pouvoir continue d'utiliser l'exposition publique, la honte et le symbolisme pour discipliner. Rome avait compris avant tout le monde que le contrôle le plus efficace ne s'exerce pas toujours par des coups visibles, mais par des récits soigneusement conçus qui transforment les individus en leçons vivantes. C'est ainsi que commence cette histoire, non pas par une exécution, ni par un acte final de violence ouverte, mais par un choix froid et calculé. Le choix de garder en vie les reines vaincues pour les transformer en ombre du pouvoir impérial. Car pour Rome, le véritable triomphe ne consistait pas à détruire l'ennemi, mais à l'obliger à exister sous la forme la plus douloureuse possible, comme preuve éternelle de la suprématie romaine. Pour comprendre pourquoi la défaite d'une reine pouvait se transformer en un destin si désolant, il était nécessaire de pénétrer le cœur juridique de Rome. L'Empire n'improvisait pas sa cruauté. Il l'enveloppait de lois, de principes et de formules qui transformaient la violence en un acte légitime, presque administratif. Au centre de ce système se trouvait une idée fondamentale. La guerre annulait la condition humaine du vaincu. Selon le Ius Gentium, le soi-disant droit des gens, la défaite militaire avait un effet immédiat et absolu. L'ennemi qui tombait perdait en un seul instant toute protection légale. Hommes et femmes libres passaient au statut de propriété, non de personne. L'origine, le rang ou le sang royal n'offraient aucun refuge face à ce principe. Pour la loi romaine, une reine capturée n'était pas différente du plus humble soldat de son armée vaincue. Cette distinction brutale devenait encore plus évidente en la comparant aux droits des citoyens romains. Un citoyen était entouré d'un ensemble de garanties. Il ne pouvait être puni sans procès, ni exposé à certaines humiliations publiques. Même les sanctions les plus sévères étaient régies par des règles strictes. Mais ces protections prenaient fin exactement là où commençaient les frontières de l'Empire. Au-delà, la loi cessait d'être un bouclier et se transformait en une arme.
Les anciennes 12 tables, l'un des piliers du droit romain, avaient déjà établi cette logique des siècles auparavant. Elles affirmaient sans embâge que le captif appartenait au vainqueur. Au fil du temps, cette idée se raffina, mais ne s'adoucit jamais. L'expansion constante de Rome exigeait un système légal capable d'absorber des peuples entiers et de les réduire à un statut gérable. Le droit n'était pas conçu pour protéger les vaincus, mais pour faciliter leur utilisation. Pour les reines capturées, ce cadre légal créait un paradoxe terrifiant. Dans leur royaume, elles avaient été l'incarnation de la loi. Leurs paroles avaient du poids, leurs décisions définissaient des destins. Sous la domination romaine, cette autorité s'évaporait complètement. La couronne, qui symbolisait auparavant l'ordre et le pouvoir, devenait un souvenir inconfortable, voire dangereux, car elle soulignait l'ampleur de la chute. Les historiens romains, comme Tacite, ont attesté de cette réalité avec une franchise surprenante. En racontant le destin de familles royales vaincues, il montrait comment les fonctionnaires impériaux n'hésitaient pas à franchir des limites qu'ils ne se seraient jamais permises face à un citoyen romain. Il ne s'agissait pas d'excès isolés, mais de l'application cohérente d'un système qui considérait l'humiliation comme un outil légitime de gouvernement. D'un point de vue psychologique, cette utilisation du droit était dévastatrice. La loi, qui offre normalement stabilité et prévisibilité, se transformait en un vide absolu. Pour les reines captives, il n'existait ni appel possible ni espoir de protection. Le message était clair et constant. Leur ancienne identité avait été complètement annulée. Ainsi, Rome ne vainquait pas seulement avec ses armées, mais aussi avec ses codes. Elle transformait la défaite en un état permanent, soutenu par des normes qui semblaient inébranlables. Et dans cet espace sans droit, les femmes couronnées découvraient que le pouvoir impérial n'avait pas besoin de recourir au chaos. Il lui suffisait d'appliquer, avec une froide précision, la loi du vainqueur. Avec cet échafaudage juridique en place, l'expérience de la captivité acquérait un caractère rituel qui dépassait la simple détention. Rome avait développé, au fil des siècles d'expansion, une culture militaire où la victoire ne s'achevait qu'après avoir été transformée en une scène soigneusement orchestrée. Le triomphe n'appartenait pas seulement aux généraux, il devait être compris et ressenti par la foule. Et pour y parvenir, l'Empire convertissait les vaincus en acteurs involontaires d'une représentation collective. En théorie, il existait une distinction claire entre un prisonnier de guerre et un esclave. En pratique, cette ligne s'estompait jusqu'à disparaître. Le captif restait suspendu dans un limbe où son destin dépendait de décisions étrangères, prises hors de sa portée. Pour les reines, cette incertitude était particulièrement corrosive. Elles avaient à gouverner avec la certitude de celle qui dicte les lois. Désormais, elles cheminaient sans savoir si elles seraient monnaie d'échange, trophée politique ou avertissement public. La culture romaine concevait la guerre comme un processus éducatif pour le peuple. Chaque victoire devait renforcer l'idée que la résistance était inutile et que l'obéissance apportait la stabilité. Dans ce contexte, les femmes de lignée royale capturées devenaient des symboles à fort impact. Leur seule présence transmettait un message dévastateur. Si même elles pouvaient être réduites à cette condition, personne n'était à l'abri. Les récits antiques insistent sur un détail troublant. Les vêtements royaux des prisonniers d'élite étaient souvent conservés. Ce n'était pas un geste de respect, mais un choix calculé. Maintenir visibles les signes de l'ancien pouvoir rendait la chute plus évidente. La couronne, les tissus luxueux et les ornements n'élevaient pas la captive. Ils l'enfonçaient plus profondément dans la contradiction entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle était désormais. Pour la foule romaine, ce contraste était fascinant. Voir une reine vaincue, toujours reconnaissable comme telle, renforçait le récit impérial de suprématie absolue. Il ne s'agissait pas seulement de dominer des territoires, mais de dominer des significations. L'identité du vaincu était publiquement déconstruite pièce par pièce, jusqu'à ce que sa figure cesse d'inspirer la loyauté et commence à générer la peur. D'un point de vue psychologique, ce processus avait un effet dévastateur. L'humiliation ne se produisait pas en un instant, mais s'étendait dans le temps. Chaque jour d'attente, chaque regard curieux, chaque rumeur sur le destin final érodait la volonté. Rome comprenait que l'incertitude prolongée pouvait briser plus efficacement que n'importe quelle punition immédiate. Même les captives qui recevaient un traitement apparemment plus bénin restaient piégées dans cette logique.
Un logement confortable ou une promesse de négociation n'effaçaient pas le fait central. Elles avaient été dépouillées de toute autonomie. Elles vivaient sous l'ombre constante du pouvoir impérial, conscientes que leur vie et leur image pouvaient être utilisées à leur convenance. Ainsi, la défaite se transformait en une expérience totale. Elle n'affectait pas seulement le corps ou la position politique, mais l'identité même. Pour Rome, c'était là la véritable victoire, non pas réduire au silence la reine vaincue, mais transformer son existence en une preuve permanente que l'Empire pouvait redéfinir la valeur de n'importe quel être humain. Le moment culminant de cette machinerie symbolique survenait lorsque la victoire quittait le domaine militaire pour se transformer en un spectacle urbain. Le triomphe romain, comme on l'appelait, n'était pas une simple célébration, mais une cérémonie soigneusement conçue pour marquer l'esprit collectif. Pendant des heures, parfois toute une journée, la ville se transformait en une scène où le pouvoir impérial se représentait devant des milliers d'yeux attentifs. Le parcours était précisément défini. Des abords de la ville jusqu'au cœur politique et religieux de Rome, la procession avançait lentement, obligeant les spectateurs à observer chaque détail. Rien n'était laissé au hasard. La musique marquait le rythme, les couleurs attirèrent l'attention et les objets ramenés de terres lointaines éveillaient un mélange de fascination et de fierté. Le message était clair. Le monde entier avait été atteint par Rome. Dans ce contexte, les prisonniers occupaient une place centrale. Ils n'apparaissaient pas immédiatement. Avant, le public était préparé avec des images de territoires soumis, des représentations de villes conquises et des animaux exotiques qui symbolisaient l'inconnu désormais maîtrisé. Quand les captifs entraient enfin en scène, la foule était déjà prédisposée à les percevoir comme une partie du butin. Les reines capturées menaient ce segment avec une charge émotionnelle particulière. Leur position à la tête des prisonniers ne répondait pas à un geste d'honneur, mais à une intention psychologique. Elles étaient montrées dans toutes leurs contradictions, encore reconnaissables comme souveraines, mais dépouillées de toute capacité de commandement. Leur chute n'était pas un accident, c'était une leçon. Les regards de la foule jouaient un rôle fondamental. Pour beaucoup de Romains, voir une reine étrangère dans cette condition était une expérience presque hypnotique. L'humiliation n'avait pas besoin de mots. La scène elle-même suffisait à renforcer l'idée que la grandeur impériale n'avait pas de limite. Chaque geste, chaque pas lent, était interprété comme une confirmation de la suprématie romaine. Le défilé avançait lentement, prolongeant délibérément l'exposition. Ce rythme permettait à l'incertitude de s'installer tant chez les captifs que chez les spectateurs. Pour les reines, chaque partie du parcours ouvrait la même question silencieuse. Que se passera-t-il à la fin? Pour la foule, cette même question nourrissait la tension et l'intérêt, maintenant la tension vive jusqu'au dernier instant. Cette utilisation du temps n'était pas accidentelle. Rome comprenait que l'attente amplifiait l'impact émotionnel. La procession ne montrait pas seulement une victoire passée, elle construisait un souvenir durable. En ralentissant le pas, l'Empire s'assurait que chaque image reste gravée dans la mémoire collective, associant l'idée de résistance à une issue incertaine et profondément troublante. D'une perspective contemporaine, ce rituel révèle une compréhension sophistiquée de la psychologie des foules. Le pouvoir ne s'imposait pas uniquement par la force, mais par la narration visuelle et la répétition symbolique. Le triomphe romain enseignait à la foule comment interpréter le monde, qui dominait, qui obéissait, et quel était le destin de ceux qui défièrent cet ordre. Pour les reines captives, ce défilé marquait un point de non-retour. Elles n'étaient plus seulement des prisonnières, elles étaient devenues des images vivantes du pouvoir impérial. Et dans cette exposition publique, Rome parvenait à ce qu'elle valorisait le plus, transformer la défaite individuelle en un avertissement universel. Parmi toutes les figures qui défilèrent sur cette scène soigneusement construite, une se distingua des autres. Zénobie de Palmyre n'était ni une reine mineure, ni une gouvernante périphérique. Elle avait érigé un pouvoir qui s'étendait de l'Égypte à l'Anatolie. Elle avait parlé le langage des empereurs et avait défié Rome sur son propre terrain politique. Lorsqu'elle fut capturée en l'an 272, lors de sa tentative de fuite vers l'Est, l'Empire n'obtint pas seulement une victoire militaire. Il obtint un symbole parfait. Pour l'empereur Aurélien, Zénobie représentait une opportunité exceptionnelle. Sa défaite devait être montrée, mais aussi gérée avec soin. L'objectif n'était pas d'effacer son souvenir, mais de le transformer. 2 ans plus tard, lorsque le triomphe traversa les rues de Rome,
Zénobie apparut comme une figure conçue pour provoquer à la fois l'émerveillement et le désarroi. Sa présence condensait le message impérial avec une clarté brutale. Même les royaumes les plus raffinés d'Orient pouvaient être absorbés et redéfinis. Les sources antiques décrivent son apparition avec un accent particulier sur le contraste. Zénobie ne fut pas présentée comme une prisonnière anonyme. Ses bijoux reflétaient la lumière du soleil, sa tenue évoquait la richesse de Palmyre, et son maintien rappelait la souveraine qu'elle avait été. Mais un élément dominait la scène et en altérait complètement la signification: les chaînes d'or qui l'accompagnaient. L'or ne fut pas choisi au hasard. À Rome, chaque symbole avait un poids précis. Ces chaînes parlaient de l'immense richesse que Zénobie avait contrôlée et qui était maintenant exposée comme butin. Ce qui avait été auparavant un pouvoir économique se transformait en un instrument de soumission visible. Le métal précieux, associé au prestige et à l'autorité, acquérait une nouvelle fonction: démontrer que même l'abondance pouvait être utilisée pour soumettre. Les récits indiquent que les chaînes étaient si lourdes qu'elles nécessitaient l'aide d'accompagnateurs. Ce détail ne visait pas la compassion. Au contraire, il soulignait l'idée que le corps de la reine s'était transformé en une plateforme mobile de propagande impériale. Chaque pas rappelait aux spectateurs que la richesse orientale, autrefois crainte et admirée, était désormais sous contrôle romain. Le plus troublant, cependant, fut l'attitude de Zénobie. Les sources s'accordent à dire qu'elle conserva une dignité extraordinaire. Il n'y eut ni geste de désespoir, ni supplication publique. Son silence et sa fermeté devinrent la dernière forme de résistance disponible. Et il est possible que cette même dignité ait influencé son destin ultérieur. Aurélien décida de ne pas pousser son cas jusqu'à une issue définitive. Zénobie fut maintenue en vie et transférée dans une résidence près de Rome. Certaines traditions affirment qu'elle s'intégra à l'aristocratie locale, que ses filles contractèrent des alliances avantageuses et que son existence se poursuivit sous une surveillance discrète. Cette clémence apparente soulève une question inconfortable. S'agissait-il d'un acte d'indulgence ou d'une forme encore plus raffinée de contrôle? Devenue un rappel permanent de la victoire impériale, Zénobie cessa d'être une menace. Vivante mais dépouillée d'autonomie, elle incarna le paradoxe central du pouvoir romain. Parfois, permettre aux vaincus de continuer à respirer s'avérait plus efficace que n'importe quelle fin immédiate. Sa vie, prolongée et transformée, devint une leçon silencieuse sur les limites de l'ambition face à la machinerie de l'Empire. Si le cas de Zénobie montre le visage calculé et presque élégant de la domination romaine, l'histoire de Boudica révèle son côté plus maladroit et dangereux. Dans la province de Bretagne, Rome crut pouvoir appliquer les mêmes formules d'humiliation sans conséquence. Elle se trompa. Là-bas, le pouvoir impérial ne brisa pas seulement une famille royale, mais déclencha une réaction qui faillit déborder le contrôle romain. Tout commença par une apparente manœuvre d'équilibre. À la mort de Prasutagos, roi des Icènes, il laissa un testament visant à protéger son peuple et sa famille. Il divisa ses biens entre l'empereur Néron et ses filles, espérant que ce geste maintiendrait une autonomie fragile mais viable. En théorie, c'était une reconnaissance de l'autorité romaine. En pratique, ce fut complètement ignoré. Les fonctionnaires impériaux confisquèrent terres et propriétés comme si l'accord n'avait jamais existé. Pour Rome, la légalité locale n'avait aucune valeur face à la logique du vainqueur. Lorsque Boudica protesta, elle ne fut pas traitée comme une alliée trahie, mais comme un obstacle qui devait être réduit de manière exemplaire. La réponse fut publique, délibérée et profondément humiliante. Les récits de Tacite ne s'attardent pas sur des détails explicites, mais ils clarifient l'objectif de ces actions: dépouiller la reine et sa famille de toute autorité symbolique. Il ne s'agissait pas d'une punition improvisée, mais d'un message adressé à tout le peuple icène. La figure de la reine, exposée et dégradée devant les siens, devait servir d'avertissement. Rome cherchait à enseigner qu'il n'existait ni refuge dans les pactes, ni protection dans la loyauté passée. Cependant, ce calcul ignora un facteur crucial: la mémoire collective. En transformant l'humiliation en un acte public, l'Empire fit de Boudica quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle cessa d'être seulement une reine dépouillée
et devint un symbole d'offense partagée. La honte, loin de paralyser, se transforma en un récit puissant qui circula de bouche à oreille. D'un point de vue psychologique, l'erreur fut profonde. Rome comptait sur la peur pour maintenir l'ordre, mais elle sous-estima l'effet inverse de l'indignation. Là où le pouvoir attendait le silence, la cohésion émergea. L'humiliation, conçue comme un outil de contrôle, fonctionna comme un déclencheur émotionnel qui unit différentes communautés sous une même cause. Boudica sut canaliser ce sentiment. Son leadership ne reposait plus uniquement sur l'autorité royale, mais sur une expérience partagée d'injustice. Les sources romaines rapportent des discours qui lui sont attribués où elle ne parle pas en tant que souveraine préoccupée par son trône, mais en tant que mère et femme marquée par l'arbitraire impérial. Cette transformation explique l'ampleur de la réponse. La rébellion qui suivit démontra les limites de la politique du dénigrement. Des villes romaines furent ravagées et pendant une courte période, la domination impériale en Bretagne parut vaciller. Bien que la révolte fût finalement étouffée, l'épisode laissa une leçon inconfortable même pour Rome. L'humiliation systématique pouvait générer l'obéissance, mais elle pouvait aussi produire une fureur impossible à contenir. Ainsi, l'histoire de Boudica s'érige comme le contrepoint de Zénobie. Là où l'une fut absorbée et neutralisée comme symbole vivant, l'autre incarna le coup inattendu d'un pouvoir qui confondit la peur avec la soumission. Dans les deux cas, Rome révéla que sa domination ne reposait pas seulement sur des armées, mais sur une compréhension imparfaite et dangereuse de la psychologie humaine. Quand le défilé approchait de sa fin et que la foule commençait à se disperser, il existait un espace dont presque personne ne parlait à voix haute. Pendant que le général vainqueur se dirigeait vers le temple pour achever le rituel religieux, certains des prisonniers étaient écartés du parcours principal. Il n'y avait ni annonce ni geste grandiloquent, seulement un détour silencieux vers un lieu qui incarnait la face cachée du triomphe romain. Ce lieu était le Tullianum, connu plus tard sous le nom de prison Mamertine. Situé sur la pente du Capitole, c'était un bâtiment ancien, austère et délibérément invisible pour la célébration publique. Là, la victoire cessait d'être un spectacle et devenait une procédure. L'architecture même parlait de sa fonction, un espace clos, sombre, conçu pour effacer les identités avant toute issue définitive. Pour les captifs de haut rang, le trajet vers ce lieu représentait l'aboutissement d'une incertitude prolongée. Ils avaient été exhibés, observés et jugés par des milliers de regards. Désormais, ils étaient hors scène. Rome comprenait la valeur de cette séparation. Le public n'avait pas besoin de voir la fin pour comprendre le message. Il suffisait de savoir qu'elle existait. Les sources antiques décrivent le Tullianum comme un lieu de transit sans honneur. Ce n'était ni un tribunal, ni une scène de discours. C'était un seuil. Là, les ennemis les plus éminents de l'Empire attendaient une résolution qui se déroulait loin de la vue collective. Cette dissimulation n'était pas fortuite. Elle protégeait la solennité du triomphe et empêchait que la célébration ne soit souillée par des images inconfortables. Les exemples abondent dans les récits romains. Vercingétorix, le chef gaulois qui avait défié Jules César, passa des années en captivité avant d'être conduit à travers Rome lors d'un triomphe. Sa figure, autrefois puissante, fut montrée au public dans un état qui soulignait le passage du temps et la perte de contrôle. Ensuite, il disparut de la narration publique, absorbé par le même silence qui avait englouti d'autres avant lui. Quelque chose de similaire se produisit avec Jugurtha, roi de Numidie. Après sa défaite, il fut emmené à Rome comme symbole de la victoire de Marius. Les textes anciens suggèrent même que sa fin fut marquée par l'isolement et la désorientation, une expérience conçue pour effacer tout reste d'autorité. La foule célébrait en haut, tandis qu'en bas, l'Empire clôturait le cycle de sa domination sans témoin. Même à des époques ultérieures, la procédure fut maintenue. Simon Bar Giora, l'une des figures centrales de la résistance juive, fut exhibé lors du triomphe de Titus après la chute de Jérusalem. Le défilé s'arrêta brièvement pendant que des messagers attendaient la confirmation que le rituel avait été achevé. Ce n'est qu'alors que la cérémonie put être considérée comme terminée. Le triomphe avait besoin de ce point final invisible pour être jugé complet. Ce contraste entre la lumière des rues et l'ombre du Tullianum
révèle une vérité essentielle sur le pouvoir romain. La violence ne devait pas toujours être vue pour être efficace. Parfois, le mystère et le silence remplissaient mieux leur fonction. Le public célébrait, mais aussi imaginait. Et dans cette imagination se renforçait la crainte qui maintenait l'ordre. Pour ceux qui étaient conduits dans cet espace, le défilé n'avait été qu'un prélude. Le véritable message de l'Empire se transmettait dans l'absence de témoins, dans la certitude que l'histoire pouvait se terminer sans applaudissements, ni mémoire. Ainsi, Rome bouclait la boucle. La victoire était montrée avec faste, et sa conséquence finale était cachée dans la pénombre, assurant que le pouvoir restait intact et distant. Tous les souverains vaincus ne franchissaient pas immédiatement cette porte silencieuse. Avec le temps, Rome apprit que certains prisonniers s'avéraient plus utiles vivants qu'absents. La décision ne dépendait plus seulement du général victorieux, mais de plus en plus de l'empereur lui-même. Dans la logique impériale, la vie pouvait devenir une ressource politique et l'existence prolongée d'un ennemi vaincu pouvait servir des objectifs bien plus vastes qu'une issue rapide. Maintenir en vie une reine capturée permettait quelque chose de fondamental, fixer le souvenir de la victoire dans le temps. Un prisonnier visible, bien que relégué à la périphérie du pouvoir, fonctionnait comme un signal permanent adressé aussi bien aux alliés qu'aux potentiels rebelles. C'était une preuve tangible que Rome non seulement conquérait, mais qu'elle conservait ses adversaires sous contrôle absolu. La domination ne s'achevait pas sur le champ de bataille. Elle s'étendait à la vie quotidienne. Ce type de captivité prolongée avait une dimension profondément psychologique. Le prisonnier savait que sa survie ne dépendait ni de droit ni de justice, mais de la convenance du pouvoir impérial. Vivre devenait une concession révocable. Chaque jour s'écoulait avec la conscience que l'identité passée avait été remplacée par un nouveau rôle, celui de rappel vivant de la suprématie romaine. À ce stade, l'Empire démontrait une compréhension avancée du symbolisme politique. Un ennemi éliminé disparaissait avec le temps, réduit à une ligne dans les annales. En revanche, un ennemi visible, intégré de manière contrôlée au monde romain, générait un effet plus durable. Sa seule présence rappelait que même la résistance la plus audacieuse pouvait se terminer par une existence surveillée et subordonnée. D'un point de vue contemporain, ce mécanisme est étrangement familier. Aujourd'hui, le pouvoir a rarement besoin d'enfermer ses adversaires dans des espaces physiques visibles. L'exposition publique, la perte de réputation et la réduction d'une figure influente à un exemple disciplinaire remplissent une fonction similaire. Rome, des siècles auparavant, avait déjà compris que le contrôle du récit pouvait être aussi efficace que la force directe. Pour les reines qui survécurent à la défaite, cette forme de clémence posait une question insupportable. S'agissait-il réellement d'une seconde chance ou d'une extension de la punition par d'autres moyens? Elles vivaient entourées de conforts relatifs, mais privées de toute capacité de décision. Leur nom restait connu, mais ne leur appartenait plus. Elles étaient devenues partie du décor politique de l'Empire. Ainsi, la vie prolongée ne signifiait pas libération, mais transformation. Le captif passait d'ennemi actif à symbole passif. Rome n'avait pas besoin d'effacer son histoire. Elle la réécrivait. Et dans cette réécriture, l'Empire montrait l'une de ses armes les plus efficaces, la capacité de s'approprier même l'existence de ceux qui avaient osé le défier. En observant l'ensemble des destins de ces reines et souverains vaincus, un schéma troublant émerge, définissant l'essence du pouvoir romain. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir des territoires, mais de contrôler la signification même de la défaite. Zénobie, Boudica et d'autres noms qui résonnent dans les chroniques antiques ne furent pas victimes d'excès isolés, mais des pièces au sein d'un système qui comprenait l'humiliation comme un outil stratégique. Rome construisit son autorité en combinant loi, rituel et spectacle. Le droit dépouillait le vaincu de toute protection. La cérémonie l'exposait devant la foule, et le silence final, que ce fût dans une prison invisible ou une vie surveillée, scellait le message. La grandeur impériale s'affirmait non seulement par la victoire militaire, mais par la capacité de redéfinir l'identité de l'ennemi, le réduisant à un symbole contrôlé. Les reines captives occupaient une place spéciale dans ce récit. Elles avaient incarné l'ordre et la souveraineté, et c'est pourquoi leur chute devait être exemplaire. En les transformant en figures visibles de soumission, l'Empire envoyait un avertissement qui transcendait les générations. Aucun lignage,
Aucune richesse ni légitimité ne pouvait résister à la portée romaine. La démonstration de pouvoir n'avait pas besoin de mots, il suffisait de l'image persistante d'une autorité brisée. Cependant, ces histoires révèlent aussi les fissures du système. Le cas de Boudica montre que l'humiliation publique pouvait produire l'effet inverse de celui désiré, transformant la peur en fureur collective. Même dans un empire aussi discipliné, le contrôle de la psychologie humaine ne fut jamais absolu. Là où Rome cherchait l'obéissance, elle trouvait parfois une résistance nourrie par la mémoire de l'outrage. Aujourd'hui, les pierres de l'ancien Tullianum sont toujours debout, silencieuses, tandis que les parcours des triomphes sont devenus des itinéraires touristiques. Mais l'écho de ces rituels n'a pas disparu. Ils nous rappellent que de nombreuses célébrations du passé ont été construites sur des vies réduites à des avertissements, sur des existences prises entre la visibilité forcée et l'oubli délibéré. Ces histoires nous obligent à une réflexion plus large. Le pouvoir qui s'exhibe sans pudeur cache souvent un coût humain qui apparaît rarement dans les récits officiels. Les reines qui, jadis, gouvernaient des armées et rendaient la justice, ont fini transformées en leçons vivantes pour des foules qui n'ont jamais remis en question le prix de la domination. C'est dans ce contraste entre gloire et silence que réside le véritable héritage de l'Empire. L'histoire, quand on l'affronte, ne glorifie pas seulement les conquêtes. Elle invite aussi à reconnaître les ombres qui les ont rendues possibles. Et dans ces ombres résonne encore la question inconfortable de savoir combien de dignités ont été sacrifiées pour soutenir l'idée d'un pouvoir éternel.